grand merci aux organisateurs de cette journée de me faire le plaisir de venir et de revenir à Alençon. J'ai toujours grand plaisir à revenir au CPO. Voilà, peut-être permettez-moi en préambule un petit commentaire sur l'intervention précédente, la présentation du groupe atypique. J'ai trouvé cette intervention vraiment réconfortante par rapport à quelques craintes que je vais pouvoir vous formuler tout au long de mon intervention. Je la trouve réconfortante parce que gentiment paradoxale. Effectivement, qu'est-ce que c'est atypique? Comme dirait Alexandre Jardin, c'est avant tout un groupe de faiseux. Hein, il y a les penseux et les faiseux. C'est un groupe de faiseux, et c'est un groupe de faiseux qui a la caractéristique de rétablir de la relation et du lien social à partir d'un objet, d'un médium relationnel dont on craint effectivement qu'il ne favorise l'isolement de chacun. Donc en cela, je trouve ça assez formidable et ça nous dit tous les espoirs qu'on peut caresser à l'égard de la créativité humaine. Et la créativité humaine, faire en sorte que nous les humains, nous restions quand même un peu des humains. Ça, c'est un préambule à mon intervention. Il y avait aussi un petit clin d'œil à la précédente intervention. J'ai beaucoup apprécié le clin d'œil en forme d'hommage à un dessinateur qui est depuis longtemps décédé, un dessinateur qui s'appelait Claude Serre. Et Claude Serre, dans un album de dessins plus ou moins satiriques, avait déjà métaphorisé en quoi le cerveau c'était aussi le corps et en quoi le cerveau n'existe pas sans le corps et réciproquement. C'est une thèse philosophique, hein, c'est une thèse de Spinoza, hein, l'indissociation, si j'ose dire, du corps et de la psyché. Et nous qui travaillons en santé mentale, on sait bien combien le vecteur, dans ses mots pour le dire, prend souvent le relais de notre psyché pour dire les choses. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors bon, Épigénèse de l'adolescent et des mondes numériques, c'est un titre, allez, drôlement vachement pompeux, quoi. Bon, vraiment, enfin, on va pas se cacher, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dans l'époque à laquelle nous vivons, c'est vrai que la réflexion est très vive concernant l'éventuelle mutation des humains que nous sommes. Et j'oserais dire que en pédopsychiatrie, eh bien, on est un peu aux premières loges. Alors, bon, la pédopsychiatrie, je ne vais pas vous embêter avec ça, enfin, c'est une spécialité très jeune, hein, c'est une spécialité qui a moins de 100 ans, si on ne va pas puiser dans les racines du début du XXe siècle, mais bon, sachez que la pédopsychiatrie, la première chaire de pédopsychiatrie en France, elle a été créée en 1948. Donc, autant vous dire qu'en pédopsychiatrie, on ne sait encore pas grand-chose, et qu'on est pour l'instant des observateurs. Ça se barre tout le temps. Alors, en tant que vieux pédopsychiatre, j'ai vraiment eu la chance, donc un peu plus de 30 ans d'exercice, j'ai vraiment eu la chance d'observer ce en quoi nos jeunes générations, enfants et adolescents, évoluaient, ça c'est un terme, bon, mais en tout cas, changeaient considérablement dans leur mode d'être, mais aussi dans leur mode d'expressivité des troubles. Et ça, sachez que c'est vraiment une réflexion très vive chez les pédopsychiatres, qui est une réflexion d'anticiper autant que ça nous est possible pour se présenter en tant que soignant
de la meilleure façon possible et avec les meilleurs outils idéologico-pratiques possibles dans l'accompagnement et le soin pour un enfant et un adolescent. Alors, c'est un petit peu de ça que je vais vous parler. Au fond, l'épigénèse de l'adolescent et des mondes numériques, c'est qu'est-ce qui se passe quand on prend un petit homme, un être humain en formation, et qu'on le plonge dans la bassine des mondes numériques. Et est-ce que cette bassine des mondes numériques, elle est à même, sinon de muter ce petit homme, mais jusqu'à même le transformer? Voilà, c'est un petit peu la question que nous allons examiner cet après-midi. Alors, effectivement, comme je vous dis, avec la mise en perspective des 30 à 40 dernières années, c'est vrai que notre révolution numérique s'ajoute à des évolutions plus anciennes qui, déjà, me semble-t-il, concourent à changer assez notablement la nature des enfants et des adolescents. Quand je dis des évolutions assez anciennes, je veux parler, bon, c'est pareil, ça a l'air un peu lettreux, mais je veux parler du passage dans le milieu du XXe siècle, je veux parler du passage de ce qu'on appelait la culture du refoulement. La culture du refoulement, c'est la culture qui nous est issue des siècles précédents et la première moitié du XXe siècle. Je peux dire que de la culture du refoulement, Sigmund Freud a fait ses choux gras. Vraiment, enfin, toute la grande partie de l'œuvre de Freud repose sur le principe du refoulement. Le refoulement est un principe extrêmement simple, c'est un principe éducatif chez les enfants jusqu'à la mi-temps, ou les années 60-70 au XXe siècle, c'était le « tu dois et tu ne dois pas ». C'était ce qu'on appelait la culture du refoulement. On avait finalement, en tant qu'enfant, on avait un chemin qui nous était assez pré-tracé par les aînés, libre à nous de le prendre ou de prendre un chemin de traverse, au risque de ce qui pouvait nous en quitter. De ce qui pouvait nous en coûter. C'est ce qu'on appelait à l'époque la culture du refoulement. Et puis, je peux dire que je suis un enfant de la culture du refoulement et, au fond, mon organisation névrotique de base est l'organisation névrotique et l'organisation qui était la plus courante chez les êtres humains. Voilà. Et puis, à partir des années 60-70, après les événements de 68, si on veut dater un peu les choses au carbone 14, eh bien, après ça, nous sommes passés insensiblement vers un autre modèle culturel qui est la culture du narcissisme. Et là, la culture du narcissisme, eh bien, c'est ce dans quoi nous baignons complètement actuellement. Pour vous préciser un petit peu, mais de façon schématique, ce que j'appelle la culture du narcissisme, ça n'est plus tu dois et tu ne dois pas, c'est permis, c'est pas permis, hein, comme message prépondérant aux enfants. C'est la culture du narcissisme, c'est épanouis-toi, sois heureux maintenant, choisis toi-même les voies pour être heureux, et prouve-nous que tu en es capable. Voilà, c'est ce qu'on appelle la culture du narcissisme. Et sachez que nous tous, tous les jours, de par les médias, la télévision, la radio, les 6x4 des affiches publicitaires, eh bien, on est encouragé quotidiennement à cette culture du narcissisme et on est quotidiennement encouragé à devoir être heureux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant c'est du dernier mauvais goût, par exemple, d'avoir passé de mauvaises vacances. Si vous rentrez de vacances, qu'on vous demande si tu as passé de bonnes vacances, si vous vous avisez de dire « oh non, pas terrible », vous êtes un loser définitif. Alors, cette culture du narcissisme, c'est vrai qu'elle nous laisse une plus grande liberté, mais on peut considérer aussi qu'elle nous laisse un petit peu plus tout seul.
Et en tout cas, cette culture du narcissisme, je dois admettre auprès de vous qu'elle, actuellement, qu'elle infiltre énormément les enfants et les adolescents d'aujourd'hui. Alors, j'ai parlé aussi d'une grande évolution, c'est ce que j'appelle la révolution anthropologique. Bon, alors c'est quoi la révolution anthropologique? Parce que peut-être que la révolution numérique, c'est l'orée d'une nouvelle révolution anthropologique. Et c'est quoi la révolution anthropologique? Eh bien, bon, Freud, il n'a pas dit des bêtises, hein, mais Freud l'avait prophétisé à la fin du 19e siècle. Dans un texte de Freud en 1898, il avait écrit que le jour où les humains parviendront à maîtriser complètement la procréation, ça transformera même la nature de ces dits humains. Eh bien, effectivement, la révolution anthropologique, on y est depuis la fin du XXe siècle. Hein. Et on peut constater que la révolution anthropologique, la maîtrise complète de la procréation, eh bien, en quelques décennies, ça nous a permis de passer presque insensiblement d'effacer complètement la préoccupation que nous avions de ne pas avoir d'enfants à chaque coup de rein. Hein. Eh bien, on est passé à une autre préoccupation, là, qui occupe nos débats politiques actuels, c'est comment on peut avoir un enfant même quand on ne peut pas. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on baigne actuellement dans cette question-là. Hein. La question n'est plus de la possibilité de ne pas avoir d'enfant. La question est bien celle d'avoir un enfant même quand on ne peut pas. Et sachez que la révolution anthropologique, la possibilité de programmer la venue d'un enfant, hein, dans d'autres interventions, je raillais avec ça, à propos de couples que j'ai vus dans mon bureau. J'ai deux exemples. Il y avait une femme qui, à l'occasion d'une discussion à propos de leur enfant, disait à son mari eh ben oui, mais à propos, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait un autre enfant. Et j'entendais son mari lui répondre oui, d'accord, mais pas tant que je ne suis pas en CDI. Bon, et puis un autre exemple plus trivial, mais je soupçonne l'homme en question d'être plutôt cynique. Sa femme lui disait oui, mais ce serait bien qu'on ait un autre enfant. Et il disait bah, alors à ce moment-là, effectivement, il va falloir qu'on change de cynique. Donc, vous voyez, mais tout ça pour illustrer ce en quoi la possibilité pour nous de programmer un enfant change fondamentalement la place de l'enfant. Et ce à quoi on a assisté au tournant du 20e, 21e siècle, eh bien, on a assisté à un changement considérable de place de l'enfant. Et l'enfant, maintenant, on peut dire qu'il occupe véritablement le centre de la famille, même au point de définir la famille. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est passé en quelques décennies d'un modèle familial de base, hein, un papa, une maman et des enfants, et on est passé à la multiplication des modèles familiaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la caractéristique de nos modèles familiaux actuels, c'est que leur définition se base toujours sur la présence d'au moins un enfant. Une famille monoparentale, c'est jamais un adulte tout seul. C'est un adulte avec au moins un enfant. C'est l'enfant qui définit la famille actuellement. Une famille monoparentale, c'est toujours défini par les enfants. Une famille recomposée, je ne sais pas, hein, quand Jean-François quitte Stéphanie pour se mettre avec Jennifer, s'il n'y a pas d'enfants, ce n'est pas une famille. Si en revanche il y a des enfants, on appellera ça une famille recomposée. Donc vous voyez, mais dans nos esprits, dans nos dans nos contenants affectifs, l'enfant est devenu plus que jamais pour chacun d'entre nous notre éperon narcissique, notre étendard narcissique. Au centre de la famille, alors j'ai l'habitude de le dire aussi en plaisantant, si vous avez des amis
qui ont des enfants jeunes, eh bien, rendez-vous chez eux de façon impromptue, et vous verré ô combien les enfants occupent le centre de la famille, parce que c'est désormais la pièce à vivre qui est jonchée d'objets multicolores, Fisher-Price, hein, et c'est dans la pièce à vivre que les enfants s'installent pour jouer. C'est plus dans la chambre comme dans le temps. Enfin, je pense que non seulement vous en êtes le témoin, mais pour certains, vous en êtes effectivement les acteurs de façon concrète. Et puis, ce qui concourt à la modification des humains que nous sommes, c'est enfin ce qu'on a appelé la vague de déspiritualisation, hein, la vague du XXe siècle, hein, et puis ce depuis, bon, enfin, je ne sais pas s'il était prophète ou pas, ou oiseau de mauvais augure, mais ce depuis le Dieu est mort de Nietzsche dans le Gai Savoir. Mais la déspiritualisation, et puis surtout, et vous verrez que c'est un élément majeur de mon propos, l'apogée de l'individualisme. Et vous savez que nos phrases clés actuellement, c'est « fais-toi plaisir ». Fais-toi plaisir, c'est toi qui choisis, et tu as le devoir de t'épanouir et de te revendiquer. Eh bien, tous ces éléments combinés, lorsqu'on les associe à la révolution numérique, eh bien, c'est à même de nous faire poser deux questions importantes que j'esquisserai aujourd'hui, hein, dont je vous donnerai un peu les contours, mais je pense que ce sont des questions prospectives pour lesquelles, avec humilité, chacun d'entre nous est à même de réfléchir, de faire ses propositions, mais dont il faut bien dire que personne ne sait exactement ce qui va se passer et ce qu'on va pouvoir devenir. Alors, ces deux questions, la première, c'est une question générique. Hein. En quoi le numérique serait ou serait-il en passe de modifier de façon substantielle les humains que nous sommes? Et puis la deuxième question, qui est beaucoup plus terre-à-terre, pratico-pratique, quels seraient actuellement les nouveaux troubles et sinon les nouvelles pathologies émergentes en lien avec le numérique. Voilà, alors vous l'avez compris, hein, mon propos, c'est le propos d'une réflexion individuelle, donc forcément subjective, et c'est un propos qui ne se veut ni critique de façon péjorative, ni délibérément enthousiaste. Par exemple, il ne s'agit pas pour moi d'être catastrophiste dans le style « nous sommes perdus à l'allure où ça va, tout va à volo, c'est la fin de l'humanité qui s'annonce ». Mais j'aime bien, par exemple, citer un auteur contemporain qui s'appelle James Semprin, hein, qui, dans un de ses livres, le livre que je cite, c'est un livre au titre qui donne envie de le lire, c'est « L'abîme se repeuple hein, », et qui, dans un de ses livres, pose une question, je trouve, qui est une question assez dérangeante, qui n'est pas complètement fausse. Je vous le cite, hein, James Semprin. Il dit « Quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant « Mais quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?» il évite de poser cette autre question réellement inquiétante. À quels enfants allons-nous laisser notre monde? C'est une question qu'il ne faut pas s'interdire de se poser. Hein. Mais vous l'avez compris, d'un autre côté, il ne s'agit pas non plus de se laisser aller à une forme de naïveté béate, hein, et puis en imaginant l'homme de demain, un homo numericus, hein, aux capacités décuplées par les fantastiques machines qu'il a engendrées. C'est entre ces deux voies-là qui sont excessives que j'essaierai de me situer. Mais à tout le moins, convenez que
bon, nous tous les humains, on a l'habitude, et puis surtout quand l'âge s'avance, on a l'habitude de dire finalement ça passe vite, hein, et une vie humaine c'est relativement courte. C'est toujours des effets de ce que j'appelle le nez collé contre la vitre. On manque toujours d'un peu de champ, hein, pour mettre en perspective ce qu'on a vécu, ce qu'on a constaté, hein, et puis pour le mettre en comparaison avec d'autres époques, les époques passées et les époques de notre futur proche. Mais actuellement, il nous semble que notre évolution, qui est lancée à grande vitesse, hein, vous en convenez, enfin, c'est assez considérable, peut avoir tendance à ressembler à une révolution. Je considère, moi, que notre évolution, c'est actuellement une révolution. Une révolution de l'information, une révolution de la communication, mais également, je pense, une révolution géopolitique qui s'annonce, enfin, qui se profile, une révolution socio-culturelle, mais aussi sans doute une révolution anthropologique. Et c'est de ce dernier aspect que je me propose de réfléchir avec vous. Alors, permettez-moi un petit mot sur notre monde actuel et ce qu'on appelle la civilisation de l'écran, la prééminence de l'image et les craintes qu'elle suscite. Bon, vous le savez, chaque révolution, il y a eu plusieurs révolutions de la communication, à commencer par la mise au point de l'écriture, à Biblos, 5000 ans avant Jésus-Christ, enfin bon. Mais chaque révolution de la communication, qu'il s'agisse plus près de nous de l'imprimerie au XVe siècle, de la télévision au mi-temps du XXe, nous pouvons également parler de la révolution de la communication numérique actuellement, eh bien, chacune de ces révolutions a occasionné son lot de fantasmes et de craintes, parfois irraisonnées, des humains que nous sommes. Et à ce titre, vous le savez, le déploiement du monde numérique ne fait pas exception. Alors, là, peut-être trois illustrations pour vous parler un peu des craintes actuelles dans leurs aspects qui sont à la fois préventifs, hein, mais aussi sans doute un peu excessifs quant aux calamités que le monde numérique pourrait engendrer. D'abord Michel Desmurger. Michel Desmurger est un neuroscientifique, chercheur au CNRS, hein, et puis qui a publié un livre, j'aime bien son titre, hein, parce que son titre il est délibérément polémique, hein, La fabrique du crétin digital, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Et puis c'est sans doute en correspondance avec un autre livre qui est paru en 2015, qu'on doit à un neuropsychiatre allemand, Manfred Spitzer, livre qui s'appelait Les ravages des écrans. Mais en tout cas, pour Michel Desmurger, lui, il affirme actuellement que laisser des enfants et des adolescents face à des écrans relève de la maltraitance. Et il considère que ça devrait être considéré comme un problème de santé publique. Alors bon, Michel Desmurger est un de nos collègues, chercheurs contemporains, qui publie non seulement des livres, mais des articles dans nos quotidiens et dans nos hebdomadaires. Et puis, quand je recherchais dans de rapides bibliographies, j'ai trouvé un article récent dans Le Monde du 23 octobre dernier, donc vous voyez, il y a un peu moins d'un mois, un article de Michel Desmurger qui était titré de la façon suivante: La multiplication des écrans engendre une décérébration à grande échelle. Donc vous voyez, là effectivement, concernant Michel Desmurger, c'est vraiment une alerte, c'est plus qu'une alerte, c'est une mise en garde. Bon, alors avant lui, je pense que c'est... J'arrête pas de me battre avec le truc qui se tire tout le temps. Donc, oui, avant lui, je me plais à rappeler tout le temps l'important travail d'un collègue
qui s'appelle Serge Tisseron, et qui, lui, en 2008, a publié, c'était à la demande du gouvernement, a publié une espèce de guide de bonne conduite des parents à l'égard de l'usage des écrans vis-à-vis de leurs enfants. Et c'est ce que Serge Tisseron a appelé la règle des 3, 6, 9, 12, hein, et apprivoiser les écrans pour grandir. Alors, ça, c'est une proposition qui est vraiment intéressante, puisque, au fond, Serge Tisseron ne stigmatise pas les écrans a priori, mais au fond, c'est vrai qu'il faut qu'on en termine avec ça. Hein. Les machines ne sont que des machines, et elles font encore que ce qu'on leur dit de faire. Hein. Et vous vous souvenez la polémique avec la télévision, hein. C'est la télévision qui engendre la violence, mais convenons que la télévision, elle n'a pas d'intention, hein, même mauvaise. En revanche, les producteurs de programmes de télévision que nous sommes ont peut-être parfois des intentions qui sont à la limite de la malveillance. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, alors, c'est la même chose concernant les écrans. Serge Tisseron, depuis longtemps, a bien considéré que les machines ne sont en rien à la création de notre malheur, mais c'est bien l'usage que nous en faisons. Alors, 3, 6, 9, 12, vous verrez dans une autre diapo, hein, je ne vais pas vous le détailler, parce que vous verrez les préconisations de Serge Tisseron, mais ce n'est pas notre objet. Je comprends rien. C'est pas notre objet d'aujourd'hui, mais je vais y revenir. Mais dans ma troisième citation, je voudrais vous parler d'Anne-Lise Ducanda, hein, qui est médecin de PMI, et puis qui, elle fait partie d'un collectif, hein, et puis qui, elle, ne cesse pas à longueur de médias et à longueur de publications de nous alerter. Alors j'ai un de ses titres, vous comprendrez très bien ce qu'elle veut dire. Son titre c'est « Alerter les bébés. Nous découvrons les nouvelles pathologies liées au virtuel et elles sont plus qu'inquiétantes ». Elle est médecin de PMI, elle constate au quotidien les retards de développement et les troubles du comportement des petits soumis à la garde addictive des écrans, qu'il s'agisse de tablettes, de smartphones et de télévisions. Donc vous voyez que là, certains, même beaucoup, se conviennent de l'impact des technologies numériques. Ouais, tu me le gardes parce que... Ouais, il échappe à tout contrôle. Comme quoi, je vous disais que les machines, elles font que ce qu'on leur dit de faire, mais plus tout à fait, vous avez remarqué. Bon. Et effectivement, vous voyez que pas mal se conviennent quand même de l'impact non négligeable des technologies numériques lorsqu'elles sont proposées au cerveau immature selon un temps prolongé, voire grandement excessif. Alors oui, je vous parlais de 3, 6, 9, 12. Eh bien, rapidement, bon, aux parents que vous êtes, mais je crois qu'il faut que nous soyons porteurs de cette information. C'est une information un peu éducative et de mise en garde éducative, et je pense qu'elle est assez profitable pour les parents. Parce que ça permet aux parents d'anticiper un petit peu sur leur éducation. Je vais vous dire ce que je veux dire par l'anticipation quant à l'éducation. Bon, c'est simple, avant 3 ans, Serge Tisseron et le groupe de recherche dont il fait partie déconseillent l'exposition des petits aux écrans, hein, en tant que ce dont, je vais y revenir, hein, ce dont ont avant tout besoin les petits d'hommes avant 3 ans, c'est de la relation spécifiquement humaine. Hein. Et on pourrait même dire que la caractéristique des petits d'hommes, des animaux dits supérieurs que nous sommes, c'est d'être engrammés génétiquement, hein, pour s'intéresser beaucoup plus aux interactions
avec un autre être humain à l'agitation des feuilles par la fenêtre quand il y a du vent. Enfin, bon, je vous dis ça parce que dans des pathologies extrêmement précoces qu'on appelle encore l'autisme, qui a changé de catégorie, qui est devenu un handicap, alors que c'était considéré avant comme une maladie, mais dans les signes précoces chez les enfants autistes, eh bien, on n'a pas cette caractéristique, on n'a pas cette caractéristique d'engramme génétique. Et la malheureuse caractéristique d'un bébé, d'un nourrisson qui présente des signes autistiques, c'est qu'effectivement, il s'intéresse tout autant à des stimuli non humains qu'au visage souriant, humain, vu de face. Ça marche plus encore. Voilà. Bon, je vais essayer de vigilant. Alors, avant 3 ans, bon, je vais vite parce que c'est pas notre propos. Avant 3 ans, pas d'écran. Entre 3 et 6 ans, pas de jeux vidéo. Vous voyez, c'est difficile, hein? Entre 3 et 6 ans, pas de jeux vidéo, parce que les enfants entre 3 et 6 ans ont vraiment besoin d'expériences sensorimotrices vraies et en interaction. De 6 à 9 ans, c'est un accompagnement au monde numérique et à Internet, mais c'est un accompagnement quasi obligé. C'est-à-dire on ne laisse pas un enfant 6 à 9 ans tout seul découvrir Internet. Mais il est toujours accompagné, à la fois pour le mettre en garde, mais aussi pour l'alerter que Internet est une boîte si magique qu'on y trouve des renseignements précieux, mais qu'au bout du compte, on est toujours infoutu de dire si ce qu'on lit, si ce qu'on voit, c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Et puis, aussi un accompagnement vigilant pour permettre aux enfants de, peu à peu, de s'acculturer au fait que ce qu'on met, ce qu'on laisse sur Internet, eh bien, c'est à même d'y rester pour toujours. Et puis, à partir de 9-12 ans, eh bien, Internet seul, avec prudence, est toujours dans une atmosphère de, pas de contrôle, mais de régulation. Et c'était à ça ce à quoi je voulais en venir. Bon, actuellement, il y a presque pas de minot de 12 ans qui n'a pas de smartphone, quoi. Voilà. Et effectivement, l'âge d'obtention de son premier doudou numérique n'a cessé de décroître. Voilà. Eh bien, le conseil que je donne tout le temps aux parents, c'est d'anticiper effectivement peut-être l'âge d'obtention de son premier smartphone, mais non seulement d'anticiper l'âge, mais également d'anticiper les règles et la régulation qui régiront l'usage de ce smartphone. Hein, c'est-à-dire, ouais, toi, à 12 ans, ta sœur l'a eu à 15 ans, tu as de la chance. Toi, 12 ans, mais sache que ton téléphone, tu le laisseras là sur la console de la salle après le dîner, comme on laissera tous notre téléphone dessus. Mais sans anticipation de telles règles, eh bien ça ne marche pas. Si par exemple vous donnez à un minot un smartphone, parce que c'est son anniversaire, on lui avait promis, et puis quelques mois après vous lui dites non mais au fait je veux pas que tu l'emmènes dans ta chambre. Donc effectivement je pense que l'éducation à l'écran, elle nécessite pour nous les adultes pas mal d'anticipation. Et sans anticipation, on est toujours débordé par nos enfants. Voilà. Bon, c'était le message que je voulais vous faire passer, mais je ne vais pas m'y appesantir. Je voulais quand même
avant d'entrer dans le particulier, je voulais quand même dresser un peu le contexte des questions qui nous sont posées par le numérique par le numérique et l'intelligence artificielle sur le plan communautaire. Comment le numérique peut nous transformer ou pourrait nous transformer. Alors ça, c'est des réflexions prospectives, mais on parle actuellement, et certains, c'est une polémique vive, hein, parce que certains prophétisent la fin du travail, par exemple, et puis d'autres sont en recherche active pour mettre à mort la mort. Ah bon, c'est des mots forts, hein, la fin du travail et la mort de la mort. Mais sachez qu'actuellement, ce sont des préoccupations. Sachez que ce sont des préoccupations qui sont très actuelles dans ce que j'appelle, avec d'autres, mais dans ce que j'appelle les nouveaux États. Les nouveaux États que sont les GAFAM à l'ouest. Les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Hein, et puis les BATIX à l'est, hein, en sachant que le continent asiatique est actuellement, globalement, en avance assez notable concernant le recueil des données individuelles par rapport aux GAFAM à l'ouest. Il faut savoir que ce sourdit comme ça une guerre numérique, une nouvelle répartition du monde entre l'ouest avec les États-Unis, donc qui possèdent à peu près tous les nouveaux États dont je vous ai parlé, hein, et puis la Chine, les Corées, Hong Kong et le Japon à l'est. Et sachez que cette guerre, elle est pour l'instant assez souterraine, mais elle est féroce, et cette guerre, elle concerne tout principalement le recueil des données concernant les individus que nous sommes. Et je peux vous dire que demain, peut-être même maintenant, eh bien, ces nouveaux États, Google, Amazon, pour parler des nôtres, hein, parce qu'on est assez peu branché sur les trusts numériques des pays de l'Est, hein, mais ces nouveaux États, Apple, Google, Amazon, eh bien, je peux vous dire qu'ils en savent actuellement largement sur vous, autant que vous, et sans doute demain, ils en sauront beaucoup plus que vous, donc ils seront à même de diriger implicitement votre existence. Alors, merci bien. Ce que je vous dis, ça concerne non seulement les compagnies d'assurance, mais ça concerne aussi toute notre santé. Il faut savoir que d'ici quelques années, ces États nous alerteront sur des signes potentiellement inquiétants concernant notre santé, mais sans qu'on en sache quoi que ce soit. Et puis sachez que les compagnies d'assurance s'organisent pour être en lien avec ces états de la connaissance, de telle sorte de formater nos polices d'assurance au risque de santé que nous pourrions développer. Alors, là, quand je parle de la fin du travail, vous vous souvenez de la dernière campagne présidentielle, il y avait un ou plusieurs candidats qui proposaient un salaire minimum pour tous dès la naissance. Et au fond, c'était une perspective d'anticipation d'un monde de demain dans lequel non seulement il n'y aurait plus assez de travail, mais il n'y aurait plus de travail, et ça livrerait les humains que nous sommes
à n'être condamné qu'au loisir. Et alors, la fin du travail, sachez que c'est une polémique extrêmement vive. Certains continuent de la prédire, d'autres au contraire disent que les mondes numériques vont produire tout un tas de nouveaux métiers, mais ça c'est pas nouveau de dire qu'il y a des métiers, il y en a 60% qu'on ne connaît pas à 10 ans d'intervalle. Hein. Mais deux exemples très, très actuels. Vous connaissez la polémique très vive entre les chauffeurs de taxi et les Uber. Hein. Et les Uber, bon, il y a une guerre dans la guerre, je ne vais pas vous la détailler, mais les Uber, ils menacent considérablement la survie de la profession des chauffeurs de taxi. Hein. Et puis les chauffeurs de taxi, on les entend au prix où ils ont acquis leur licence, c'est plus jouable dans notre monde d'aujourd'hui. Donc effectivement, la profession des chauffeurs de taxi, elle est appelée à décroître, et on pourrait dire que c'est la victoire des Uber. Mais c'est une victoire très transitoire, hein, parce que les Uber, ils sont condamnés à très courte échéance. Hein, avec l'avènement de la voiture autonome, hein, vous voyez que c'est non seulement les Uber qui sont condamnés, mais c'est aussi tous les chauffeurs de bus, tous les chauffeurs de poids lourds, tous les chauffeurs du rail, la SNCF. Enfin, c'est tout un pan de notre économie travailleuse qui va s'effondrer. Un autre exemple très actuel, j'entendais la radio ce matin avec une polémique entre la mairie de Paris et le comité international des JO, c'est Airbnb versus les hôteliers. Hein, et bien là, on voit aussi que les hôteliers poussent un cri d'alarme, et on peut le comprendre, hein, parce qu'effectivement, nous tous, eh bien, à partir de notre petit logement, eh bien, on est à même de le proposer à d'autres, soit en échange, soit contre rémunération, hein, et puis donc de dribbler, de feinter, enfin, l'économie hôtelière. Et puis, il faut savoir que tout un tas de métiers sont ainsi remis en cause progressivement par l'avènement des mondes numériques et plus encore par l'intelligence artificielle. Alors, en médecine, c'est également... Enfin, j'ai lu récemment un livre de Luc Ferry qui s'appelle « La révolution transhumaniste ». Et Luc Ferry avance dans ce livre que seuls perdureront les emplois où la tête est associée étroitement à la main. Hein, c'est des métiers manuels, mais qui exigent quand même une certaine créativité. Alors, Luc Ferry, dans ce livre, parle effectivement de la santé et dit que, concernant les métiers de la santé, c'est sans doute le métier d'infirmier et d'infirmière qui est promu au plus grand avenir, enfin, qui sera le moins impacté, hein, par l'intelligence artificielle et par le numérique. En revanche, pour ce qui est de la médecine, eh bien, il disait que à 10-15 ans, les radiologues avaient beaucoup de soucis à se faire, hein, parce que les machines allaient se charger non seulement de faire les photos, mais de les interpréter, et ce, beaucoup mieux que peuvent le faire les radiologues. Bon, c'est vrai que les psychiatres que nous sommes ont aussi peut-être un peu de soucis à se faire, hein, sauf à faire évoluer assez notablement leur pratique. Alors, je voudrais en venir maintenant à mes deux questions, et puis je voudrais vous présenter assez rapidement ce qui nous semble, et nous les pédopsychiatres, les sociologues, les psychologues et les philosophes, ce qui nous semble actuellement impacté par notre évolution socioculturelle dans laquelle nous intégrons effectivement les mondes numériques. Et en premier lieu, je souhaiterais vous parler du regard en tant que, moi,
dans ma petite expérience et dans mon appréhension subjective, en quoi le regard même des enfants et des adolescents d'aujourd'hui me semble impacté, non seulement par les écrans, hein, mais également par tous les nouveaux messages qui leur sont prodigués. Alors vous avez la liste là, et puis je vais la décliner, hein, vous l'avez à l'écran, et puis je vais la décliner. Alors, un mot sur le regard, parce que ça a toujours été toujours été pour moi un grand objet d'intérêt, si j'ose dire. Enfin, je considère que dans notre patrimoine génétique et dans notre évolution en tant qu'animaux dits supérieurs, eh bien, je considère que nous avons une spécificité, nous les êtres humains, qui est par rapport au règne animal. Hein. C'est-à-dire que nous avons, au cours de notre évolution, nous sommes parvenus à inhiber ce que j'appelle l'inhibition naturelle du regard. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les animaux, nos animaux domestiques, eh bien, bon, à part votre chat, parce que votre chat n'est pas comme les autres, hein, mais nos animaux domestiques, ils nous regardent assez peu. Et surtout, entre eux, ils se regardent assez peu. Hein. Mais il n'y a qu'une situation dans laquelle ils se regardent intensément, quelle que soit la race d'animal que vous observez, il n'y a qu'une situation dans laquelle ils se regardent intensément, c'est lorsqu'ils vont s'agresser. Voilà. Dans le monde animal, le regard, bon, il a bien des qualités qui dépassent les nôtres, hein, mais il a cette caractéristique que l'on ne se regarde dans le monde animal que quand on se défie et quand on s'agresse. Eh bien, nous, les êtres humains, au cours de notre évolution, eh bien, je considère que nous sommes parvenus à inhiber cette inhibition naturelle du regard jusqu'à faire du regard partagé un moyen de communication et de relation éminent. Alors, sur ma diapo, vous le voyez, hein, bon, vous le voyez, il y a un nourrisson là, et puis moi j'aime à parler de cette image qui est le bébé à qui l'on donne le biberon ou le sein, et les yeux du bébé qui sont plongés dans le regard de sa mère qui le regarde. Et je peux dire, et bon, c'est toujours fibré d'un peu d'émotion ce que je dis à ce moment-là, et je peux dire que à ce moment-là, dans cet échange de regards, eh bien la mère concourt véritablement à construire son enfant. Alors, je vous dis ça, et puis je considère que le regard et les interactions par le regard dont nous bénéficions depuis qu'on est enfant, eh bien, ça concourt à faire des êtres humains que nous sommes, des êtres d'émotion, de ressenti et de nuances. Et au fond, moins il y a de regards partagés, moins il y a de nuances. Alors, je vous dis ça, c'est bien gentil, hein, mais peut-être quelques éléments à la clé. Tenez par exemple, les sages-femmes de plusieurs maternités ont tiré le signal d'alarme parce qu'elles constatent que depuis quelques années, certaines jeunes mères ont tendance à moins regarder leur nouveau-né et même à moins le toucher. Alors si les jeunes mères regardent leur nouveau-né, mais toujours au travers de leur smartphone, parce qu'elles passent leur temps à prendre leur nouveau-né en photo, hein, et à envoyer les photos sur les réseaux sociaux. Et cette boulimie parce que quand on envoie des trucs sur les réseaux sociaux, c'est pour en attendre un retour sur investissement, hein, des likes et des notifications. Hein,
et puis des pouces levés. Mais cette boulimie de notification et de like, eh bien, on peut considérer que dès la maternité et surtout après, eh bien, ça peut s'avérer préjudiciable pour le bébé. Alors là, je cite une sage-femme de la maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis que j'avais rencontrée il y a quelque temps. Et puis, ce qui est bien avec les sages-femmes, c'est parce que ce qui est bien, c'est qu'elles parlent instinctuelles. Leurs observations, elles sont toujours instinctuelles. Elles sont en deçà de la théorie. Elles sont, je veux dire, elles sont métabolisées par leur tripes. Alors cette sage-femme, elle me disait, le téléphone, c'est pire que la télé, et les mamans ne s'en rendent pas compte. Elle me disait encore, vous savez, quand les mères sont fatiguées, elles ont leur bébé au sein, et elles sont constamment au téléphone. Et, elle me disait, ça crée une perte d'interaction et une perte d'attention énorme. Alors, bon, je vous parle de ça, ça commence à se mobiliser dans les maternités, et d'ores et déjà, certaines sages-femmes ont mis en place des séances avec les jeunes mères pour les mobiliser à considérer leur enfant autrement qu'à travers un écran ou des photos, et puis elles se sont mobilisées à considérer leur enfant à partir d'un modèle qui est le modèle de la meilleure maman du monde. Actuellement, c'est la meilleure maman du monde, c'est la maman africaine, parce que la maman africaine, elle passe son temps à modeler son enfant avec ses mains. Elle peut s'occuper d'autre chose, elle peut avoir une attention vers un autre objet au sens psychanalytique ou vers une autre, mais toujours elle est en contact de sensualité, de proximité avec son enfant. Eh bien, sachez que actuellement, dans plusieurs maternités, les sages-femmes ont créé des groupes avec les jeunes mères pour les sensibiliser au fait de la relation de proximité, de sensualité au sens synesthésique du terme, avec leur enfant. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un drôle de paradoxe. Hein. Là, on a tous notre smartphone, on est à même de prendre une photo, on voit un truc qui nous plaît, on prend une photo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plus il nous est facile de prendre une photo, moins nous avons tendance à la regarder. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des tonnes de photos qu'on a peu ou pas regardées dans notre truc. Et puis, l'acmé actuel, mais j'y reviendrai, l'acmé actuel, c'est sans doute la coutume du selfie. Le selfie, ça doit être actuellement une façon de vérifier notre existence. J'y étais vraiment j'existe vraiment. Mais c'est sans doute une façon aussi de montrer aux autres combien notre vie peut être passionnante. J'y reviendrai pour le selfie. En tout cas, j'insiste beaucoup sur l'importance du regard. Vous savez tous, tout ce qu'on peut dire avec le regard, toute la nuance dont on dispose avec le regard. Eh bien, sachez que de cette nuance, eh bien, ça commence dès nos origines. Hein, et puis, ça dépend de la qualité, et puis surtout de la permanence d'une certaine interaction par le regard. Un bébé, un enfant, un être humain qui n'est pas suffisamment regardé ne développe pas cette magie spécifiquement humaine qui est le dialogue tonico-émotionnel, cette interaction nourrissante par l'échange du regard. Alors, vous avez compris combien ça me tient à cœur, hein, mais vous imaginez pas, avec les adolescents qu'on rencontre actuellement, eh bien, ils sont de moins en moins capables de nous regarder. Je ne vous parle pas du minot à casquette, le minot à casquette dans le tram ou dans le bus. Si vous le regardez plus de 3 secondes, lui, il va considérer ça comme une agression, presque comme un animal, tellement il se sent a priori insécurisé par le regard de l'autre. Eh bien, nos adolescents, actuellement, eh bien,
c'est les nouvelles pathologies qu'ils présentent, hein, eh bien, ils sont de plus en plus persécutés par le regard des autres et ils ont tendance de plus en plus à se réfugier dans leur zone de confort. Et puis, l'écran est une magnifique zone de confort puisque quand on est devant ou derrière son écran, eh bien, on peut relationner à l'abri du regard de l'autre. Voilà, c'est ce que j'appelle la relation en écran total. Alors, la deuxième chose dont je souhaitais vous parler, mais c'est vraiment corollaire du regard, c'est la notion d'empathie. Vous savez, la notion d'empathie, on en parle beaucoup, c'est une notion de la moitié du XXe siècle. Bon, on cite Carl Rogers, et là, actuellement, effectivement, presque l'empathie est devenue un mot ordinaire à longueur de magazine, quoi, l'empathie. Mais pourquoi c'est devenu un mot aussi ordinaire? Eh bien, parce qu'il nous semble que au fil des années qui s'écoulent, eh bien, cette qualité spécifiquement humaine, hein, et qui se développe naturellement à partir de 4 ans jusque vers 13 ans, eh bien, elle a tendance de moins en moins à se développer naturellement. Alors là aussi, c'est une affirmation, mais je vais vous citer au moins une étude. Il y a plein d'études, hein, qui mettent en perspective le développement de l'empathie, mais je vais vous citer une étude de l'Université de Michigan, parce qu'elle a le mérite d'être une vraie étude en perspective, où selon l'étude de cette université, l'empathie, le développement de l'empathie aurait diminué d'environ 40% chez les collégiens ces 30 dernières années. Alors qu'est-ce que c'est cette étude? C'est une étude qui est menée entre 1979 à 2009 et qui a concerné de façon longitudinale 14 000 collégiens. Donc ces 14 000 collégiens, aux différentes époques, ont été soumis à des tests de personnalité standards. Et puis, dans ces tests de personnalité standard, eh bien, sans doute, la question qui a été la plus fréquemment chutée, hein, c'est celle-ci, c'est celle qui est à l'écran. Hein. Essayez-vous parfois de vous imaginer comment peut vivre, penser, se représenter les choses votre ami ou une autre personne. Oui, non, peut-être, de temps en temps, parfois, beaucoup. Eh bien, c'est la question dans ces tests de personnalité qui a été la plus éminemment chutée ces 30 dernières années. Alors, c'est ce qui fait que, au décours de cette expérimentation, eh bien, les chercheurs de l'université de Michigan ont parlé de la génération Mi, ou Generation Mi, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui compte. Alors pourquoi l'empathie déclinerait-elle chez les enfants futurs adultes de demain? En cela, il y a des hypothèses de compréhension multiples, hein, qui forment une sorte de combinatoire, mais les hypothèses de compréhension, vous verrez en quoi c'est fibré avec ma préoccupation précédente du regard. C'est bien sûr l'exposition aux médias, les vidéo games, les médias sociaux, les amis numériques, associés à de moindres interactions parents-enfants. Plus on est devant un écran, moins on est en interaction avec l'écran. Alors, j'aime bien, je vous parle, j'ai l'air d'être américanophile, j'ai rien contre les Américains, mais c'est dans la littérature anglo-saxonne qu'on trouve le plus d'études, hein. On ne peut rien, hein. Mais tiens, pour rire, dans un discours de Barack Obama, il y a 10 ans, eh bien, on retrouve une préoccupation concernant l'empathie. Dans un discours général, de politique générale d'Obama,
Et à un moment donné, il parle de l'empathie comme d'un véritable enjeu de société, et il dit l'humanité vit actuellement un véritable déficit d'empathie. Vous voyez, c'était il y a 10 ans, mais je considère, enfin en tout cas en tant que consultant en pédopsychiatrie, je considère que c'est à cela auquel on assiste et auquel il nous faut répondre maintenant. Alors bon, il y a encore des cultures et des pays beaucoup plus pragmatiques que le nôtre qui s'y sont déjà mis. Je ne vous parle pas des bons élèves que sont les pays scandinaves, au Danemark, les cours d'empathie, je n'invente pas, hein, les cours d'empathie sont obligatoires à l'école primaire. Ah bon, et ça veut dire que les Danois, ils ont déjà intégré que ce développement de la personne humaine qui était naturelle, eh bien, il l'est de moins en moins. Et puis, au Canada et au Québec, eh bien, il y a dans l'arsenal éducatif et thérapeutique, il y a naturellement des ateliers de développement de l'empathie. Et puis, ça commence petit à petit à se développer en France, et je pense que, de façon préventive, c'est une excellente façon de prendre en charge les enfants qui nous semblent présenter, je vais y venir, des troubles du comportement. Voilà. Maintenant, une autre valeur montante. Alors, vous savez, hein, il y a eu toute une polémique sur ce qu'on appelle le TDAH, hein, le trouble, le déficit de l'attention avec hyperactivité. Il y a eu toute une polémique. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Mais ne serait-ce point une diabolique invention des laboratoires pharmaceutiques associés à des médecins complices pour avoir beaucoup travaillé sur cette question, vraiment. Enfin, je peux vous dire que depuis l'avènement de l'éducation, depuis l'avènement de la pédagogie obligatoire, fin du 19e, la mise en place début du 20e, et puis depuis l'avènement de la psychologie, il y a toujours eu des enfants plutôt turbulents et agités. Et quand on regarde la littérature plus ancienne, enfin la nosographie classique, eh bien, il était question d'instabilité, instabilité physique et psychique. Hein, c'était pas un gros mot, hein, de parler d'instabilité physique et psychique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un préfixe qui traduit le manque A, le manque de stabilité. Et puis, insensiblement, on est passé à un préfixe qui signifie du trop. De l'instabilité, c'est ensuite devenu de l'hyperkinésie. Et puis l'hyperkinésie, c'est ensuite devenu l'hyperactivité. Alors, bon, je ne crois pas qu'il s'agisse actuellement de disconvenir de la présence, de l'existence ou non des troubles du comportement, instabilité et déficit de l'attention, hein. Mais il s'agit de pouvoir réfléchir plus prosaïquement aux moyens que nous avons à mettre en œuvre de façon à en réduire les effets. Et les effets non seulement immédiats, mais comportementaux à tout long terme. En tout cas, sachez que c'est actuellement les troubles agitation et troubles de l'attention, c'est actuellement les troubles comportementaux les plus fréquents en pédopsychiatrie, et c'est actuellement la première demande de consultation. Donc c'est au-delà de discussions idéologico-théoriques, eh bien, il faut bien se convenir que nos enfants, assez naturellement, ont de plus en plus tendance à être, c'est pas être turbulent, hein, c'est à être agité de l'intérieur. Alors, pourquoi je parle de ça quand on parle du numérique? Eh bien, là encore, il y a eu bien des études menées,
pour voir s'il y avait des accointances ou pas. Enfin, une étude menée auprès de 2300 jeunes enfants et publiée encore une fois dans une revue américaine, je m'en excuse, montre l'impact du temps d'exposition aux écrans sur la capacité d'attention. Les enfants de moins de 5 ans qui sont exposés aux écrans plus de 2 heures par jour sont en moyenne 5 fois plus agités, impulsifs et inattentifs que les enfants du même âge qui sont exposés aux écrans moins de 30 minutes par jour. Alors, je vous rappelle le cri d'alarme d'Annelise Ducanda, évoqué dans mon introduction. Annelise Ducanda, elle parle d'une épidémie silencieuse quant à la surexposition des écrans, et elle confirme le lien avec l'impulsivité, l'agitation, l'intolérance à la frustration et les troubles du comportement. Bon, j'irai pas plus loin parce que tout d'abord, je dois déjà avoir dépassé l'heure. La dernière occurrence dont je souhaitais vous parler avant de faire des vignettes plutôt conjoncturelles, c'était cette question de la solitude, du sentiment d'isolement et de la dépression. Alors, il faut savoir que l'OMS, qui tente toujours d'anticiper quelles seront nos grandes priorités de santé publique à l'horizon de 20 ans ou 10 ans, actuellement l'OMS présage que dans une dizaine d'années, les 2 pathologies principales qui seront une priorité de santé publique dans les pays occidentalisés seront l'obésité et la dépression. Vous n'y voyez pas de lien, mais bon. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que effectivement, sur le plan de l'épidémiologie, l'épisode dépressif unique dans la vie ou multiple, eh bien, ça tend progressivement à augmenter en occurrence, et en quelques décennies, on est passé en épidémiologie d'une moyenne de 7% d'occurrence d'épisodes dépressifs en vie humaine à 13%. Mais l'OMS fait le pari que d'ici une dizaine d'années, on en sera à peu près à 20% de vulnérabilité dépressive au cours d'une vie humaine. Alors, sentiment de solitude, d'isolement, dépression et les écrans. Alors, c'est vrai que nous pourrions prendre les choses d'une façon un petit peu logique. On pourrait se dire, mais plus on est seul, plus on a recours aux écrans. Et puis, c'est ce qui fait les choux gras non seulement des réseaux sociaux, mais de tous les sites de rencontres. Mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se joue. C'est essentiellement à partir d'une certaine incapacité. Et en pédopsychiatrie, on est en première ligne pour observer ça. C'est à partir d'une certaine incapacité, d'une certaine mésestime de soi à engager une relation avec un autre, qu'on se réfugie volontiers derrière un écran pour avoir des relations numériques, des relations virtuelles, mais qui malheureusement ne nous nourrissent pas sur le plan relationnel. Comme je dis tout le temps, plus on a des outils de communication, plus on a des outils de communication à distance et des outils de communication immédiats, moins ils nourrissent la relation. Plus on est capable de communiquer, moins on relationne. Et c'est un petit peu le cas des écrans. Et contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, des jeunes et des moins jeunes, captés, empris par la lucarne numérique ouverte sur le monde et ouverte sur des amis de l'univers, eh bien, plus que combler leur solitude, il leur donne, avec beaucoup plus d'acuité et de désespérance, le sentiment d'isolement. Pour fréquenter tous ces jeunes, pour pouvoir même les traiter à partir des écrans. C'était le bel exposé d'Atypique tout à l'heure. Eh bien,
plus ces jeunes sont derrière les écrans, moins ils sont à même d'esquisser une relation humaine, quelle qu'elle soit. Se réfugier derrière un écran, c'est un piège infernal. Si on se réfugie derrière un écran parce qu'on est seul, on est garanti de pérenniser notre solitude. C'est pour ça que je trouvais assez fantastique, atypique, hein, je ne sais plus qui disait ça, l'amour c'est regarder dans la même direction. Eh bien, j'ai l'impression que ce groupe des 60, eh bien, leur médium relationnel qu'est l'écran, ça leur permet de faire groupe parce qu'ils regardent dans la même direction. Et puis, non, un petit mot plus léger, mais vous l'avez compris, enfin, c'est l'évolution insensible de notre monde. Un petit mot plus léger concernant effectivement les débats vifs, concernant à propos des nouvelles pathologies. Alors, l'OMS encore s'est longtemps interrogé sur cette question ou cette proposition qui serait l'addiction aux écrans. Est-ce qu'on peut parler d'une addiction aux écrans? Alors, oui au sens de l'agrippement aux écrans, non au sens physiologique et même biochimique qu'on accorde généralement au terme d'addiction. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de manque au sens physiologique du terme à la privation d'un écran chez un sujet, un jeune ou moins jeune. Il n'y a pas de manque physiologique. On ne peut pas dire qu'il fera une crise de manque. Et c'est autour de cette question que l'OMS a réfléchi pour, à la fin, se convenir que non, addiction aux écrans, on ne pouvait pas le rentrer dans les grandes catégories diagnostiques. Et l'OMS s'est convenu, là, assez récemment, d'intégrer ce que l'OMS a appelé le trouble du jeu vidéo dans la classification internationale des maladies 10e version. Mais en revanche, je crois qu'on peut parler d'un manque au sens comportemental du terme. Et puis, ces réactions comportementales, qui sont souvent des réactions violentes, actives, agies, eh bien, ne sont à comprendre que comme des réactions de manque comportemental, mais jamais à considérer comme un manque qu'il va falloir traiter spécifiquement. Vous avez déjà entendu parler du phobo? Non, le phobo? Vous ne le savez pas? C'est vrai? Le phobo, c'est ce qu'on appelle la cyberdépendance. Hein, c'est la crainte, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse du manque de liens Internet. Et il y a actuellement des gens qui ne peuvent changer d'endroit que s'ils ont l'assurance d'avoir là où ils vont se déplacer un lien Internet. Donc ça, c'est une nouvelle... C'est un nouveau trouble qui intègre le DSM-5. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la nomophobie? Ça vous dit quelque chose, la nomophobie? La nomophobie, ça veut dire no mobile phobia. C'est la phobie de se retrouver sans téléphone portable, sans smartphone. Hein, comme si toute sa vie était menacée, remise en cause par le fait qu'on a oublié son smartphone, on l'a perdu, ou plus encore qu'on n'ait plus de batterie. Et ça occasionne des crises d'angoisse, en tout cas des réactions d'angoisse qui sont parfois assez spectaculaires. Voilà. Et puis la dernière nouveauté en date, ça vient alimenter le DSM-5, on en pense ce qu'on en veut, hein. Mais en tout cas, ça nous parle du côté des addictions comportementales des mondes numériques. Et puis la dernière nouvelle vague en vogue dont je voulais parler, c'est le selfitisme.
Alors le selfitisme, eh bien c'est la propension qu'ont certains à faire des selfies. Enfin, en général, c'est faire plus de 5 selfies par jour, ou des fois c'est un corollaire, hein, ou c'est des fois poster plus de 5 selfies par jour. C'est pas un selfie, ça. Je te signale que c'est pas ça un selfie. Alors, le selfie, vous savez que c'est un piège infernal. Hein. Là, par exemple, la pratique massive du selfie, eh bien, paradoxalement, elle aurait tendance à fragiliser notre estime de soi. Hein, et puis, le déluge d'images qu'on produit et auquel on est assujetti, eh bien, ça tente à amoindrir notre capacité émotionnelle à ressentir face à une photo. Voilà, plus on produit des images comme ça, au fond, moins on existe vraiment. Allez, je vais conclure avec sans doute la question qui est pour nous la plus importante, c'est une question prospective, hein, auquel s'attachent les neurodéveloppementistes, les adeptes des neurosciences, les psychodynamiciens. Est-ce que notre structure de base est en train de changer? Alors, moi je fais partie de ceux qui pensent que oui. Alors je vous parlais de mon organisation névrotique de base tout à l'heure. Hein. Moi effectivement je suis issu de la culture du refoulement. J'ai une organisation névrotique et on peut considérer que c'était l'organisation du plus grand nombre. Eh bien, depuis la fin du XXe siècle, on assiste à l'émergence grandissante d'une autre forme d'organisation. Alors, après, je ne vais pas jouer avec les mots, je ne vais pas vous embêter entre structure, organisation et aménagement, donc c'est des finasseries, hein. Mais on assiste à l'émergence d'une autre organisation dont on pense qu'elle va devenir progressivement l'organisation du plus grand nombre, c'est-à-dire l'organisation normale des êtres humains de demain. C'est ce qu'on appelle l'organisation état-limite. Alors bon, on en parle tous, hein, du fonctionnement état-limite, du fonctionnement borderline, et puis chacun s'entend à se convenir qu'au fond, état-limite, les définitions assez claires d'un état-limite, eh bien, c'est contenu dans l'appellation même, c'est-à-dire qu'au fond, les définitions, elles sont tellement floues qu'elles manquent de limites. Et au fond, la caractéristique d'un fonctionnement état-limite, c'est bien que les limites du soi sont assez floues. État-limite entre névrose et psychose, et ce qui caractérise vraiment le fonctionnement et l'organisation état-limite, beaucoup plus communément que l'organisation névrotique, eh bien c'est la menace de ce qu'on appelle la perte d'objet. C'est-à-dire, l'état limite, ça se caractérise toujours par un certain agrippement à une situation, à un autre, à un paradis ou un pseudo-paradis qu'on ne voudrait pas perdre. Et puis la lutte permanente du fonctionnement état-limite, c'est la lutte contre l'effondrement dépressif. Donc là, vous retrouvez en germe les attendus supposés de l'OMS avec l'augmentation en vie humaine assez notable des épisodes dépressifs dans l'existence. Et l'état limite, c'est l'usage beaucoup plus habituel aux agir à l'emprise et à la maîtrise pour essayer de contrôler son environnement et de ne pas perdre ce dont on ne sait pas que ça nous constitue un peu. Et puis, pour tenir le coup et pour supporter cette menace, les états limites
ont fréquemment recours à des consommations qu'il s'agisse d'alcool, de toxiques légaux et illégaux, qu'il s'agisse de médicaments. Et puis, pour ponctuer les effondrements dépressifs, eh bien, les fonctionnements état-limites ou les états limites ont assez tendance à avoir recours aux alertes suicidaires. Et je parle sous ton contrôle, Marc, parce que moi je ne suis pas psychiatre d'adulte, hein, et puis je ne sais plus rien en psychiatrie d'adulte. Mais je considère que les psychiatres que nous sommes, eh bien, nous sommes maintenant à peu près usuellement confrontés à des avatars de vie qui correspondent à des fonctionnements état-limites. Voilà, je vous remercie et puis merci de votre patience.